et bienvenue pour ce 40e Quantum, le podcast de l'actualité quantique. Et je suis toujours accompagnée d'Olivier Zrati. Bonjour Olivier. Bonjour, Fanny. Ça n'a pas chômé pendant 3 mois, hein? Ça n'a pas chômé. Voilà, donc on revient après 3 mois. Alors non, quand même pas 3 mois, tu exagères. Ça fait quoi? 2 mois qu'on n'est Si, pas. si, Si, ça fait trois si, mois si. qu'on n'a pas donné l'actualité. On a enregistré le dernier podcast vers le 3 juin, je crois, un truc comme ça. Le 5 juin, tu m'as Et nous mis sommes le 3 précisément. septembre. Ouais, il a été diffusé le 5 juin, enregistré, donc c'est 3 mois, pile poil. Bon, écoute, j'espère que nos auditeurs ont pu prendre un peu de repos sur le quantique. Nous, pas trop, on n'a quand même pas arrêté de se parler pendant tout l'été. Et c'est reparti. Donc, on va essayer de vous faire ça en condensé, mais il y a eu en fait pas mal d'actu. Ça ne s'est pas arrêté pendant l'été. Et voilà. Mais Olivier a bien tout surveillé et vous allez voir, il ne manque rien. Euh, et on va reprendre. Alors, on va commencer avec Web Today. Hein, donc on va reprendre sur les événements. Ça avait lieu le 3 juin pour la conférence Le Quantique 4 ans après. Et donc, c'était avec nous deux, mais on était accompagnés. On n'était pas tout seul sur scène. On était avec Jonas Landman et Maud Vinet. Et c'était une première grosse conférence sur 4 ans de bilan et puis un petit peu ce qui allait venir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement comment ça s'est passé et le pourquoi en fait de cette conférence aussi? Ça nous semblait intéressant de faire une conférence qui fait un bilan avec un grand laps de temps. Il y a des conférences qui sont annuelles, ok, tu reviens une année après, mais là, il y avait 4 ans entre les deux, puisque entre les deux, on avait fait une conférence sur les transports. Hmm. Donc, je trouvais que c'était intéressant de montrer un peu comment l'écosystème a évolué, comment la science a évolué, puis aussi faire évoluer la pédagogie de l'explication autour des technologies quantiques. Et on était accompagné donc de Maude, qui nous a parlé un peu de ce qui se passait dans son domaine, hein, les qubits de silicium, et puis de Jonas, qui est un jeune spécialiste des algorithmes quantiques variationnels et qui utilise le quantum machine learning. Et il nous a expliqué avec force pédagogie tout ça. Donc, dans un domaine où il y a beaucoup de communication scientifique dans tous les sens, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui explique un petit peu l'état de l'art, ce que ça peut apporter, et les bénéfices d'ailleurs qui sont apportés par ces algorithmes qui sont pas forcément des bénéfices uniquement en temps de calcul, surtout au vu des caractéristiques des machines actuelles, mais qui sont des bénéfices qui peuvent s'exprimer aussi en termes de qualité des résultats et aussi éventuellement du fait qu'ils nécessitent potentiellement moins de données pour l'entraînement, pour faire du quantum machine learning. Donc, il nous a expliqué tout ça. Eh ben, en tout cas, c'était un bon moment pour nous. Hein, et puis, je pense que c'est intéressant et que ça vaut même le coup. Même moi, je pense que je vais la re-regarder parce qu'on a appris plein de choses et il y a des détails que je voudrais bien me réapproprier pour cette rentrée. Alors ensuite, on a enchaîné avec un autre bel événement, le premier, France Quantum, le 14 juin, dans la Tour Eiffel, qui était un événement de consolidation et de valorisation de l'écosystème quantique français. Que des sponsors français, avec OVH Cloud en membre cofondateur, et puis co-organisé avec Startup Inside. Mais surtout, il y avait beaucoup de keynotes, de panels, et c'était ultra intéressant. Donc, en intro, on a eu Octave Klaba qui est venu parler de sa vision, hein, de ce qu'allait devenir le quantique et comment le cloud pouvait aider et faire un écosystème justement européen. Mais il y avait aussi tout l'écosystème classique qui était là. Tu peux nous redonner certaines des conférences? Toi, tu as animé 2 tables rondes. Oui, j'ai animé 2 panels, l'un sur les qubits, hein, donc avec les 5 startups ou projets français représentés. Il y avait Maud Vinet, Rebelote. Il y avait des représentants de Pascal, de Alice and Bob, de C12. Et j'en oublie un ou pas? J'ai toujours du mal, si j'en oublie un ou Mais pas. il y avait tous les ordinateurs quantiques possibles Voilà, français. tous les qubits étaient représentés et un autre panel qui était sur les technologies habilitantes. Puis il y avait Cyril Lalouche au début aussi d'Atos qui nous a fait un beau topo sur le logiciel. Exactement. Puis il y avait Alexia Aufèvre, on en reparlera tout à l'heure, qui présentait la Quantum Energy Initiative. C'est la première fois qu'elle le faisait de cette façon-là, de manière assez formelle. Et puis tu avais organisé les 40 ans de l'expérience d'Alain Aspect. Là, c'était pas mal ça aussi. Exactement. Fêter l'anniversaire de l'expérience d'Alain Aspect sur l'intrication de photons. Et on a eu en plus en guest star l'un à Chicago, l'autre, je crois, en Suède. On avait
Christophe Jurzac qui est venu témoigner de son expérience et de son, comme Alain était son mentor en fait, hein, donc il est venu Un témoigner. directeur de thèse, accessoirement, hein, Voilà. ouais. Et puis on avait aussi Philippe Grangier qui était là. En tout cas, c'était un grand moment. Alors, on ne va pas revenir sur tout, mais en tout cas, ça y est, les replays sont en ligne. On vous les mettra en lien, mais toutes les conférences, toutes les tables rondes et l'anniversaire d'Alain Aspect sont en replay gratuitement. Vous pourrez y avoir accès. Alors, juste après, il y avait Vivatech, où tu étais aussi très active, visiblement. Alors, exactement, il y a eu Vivatech dès le lendemain, hein, du 15 au 18 juin, et on a aussi fait sur le stand OVH Cloud une journée dédiée au quantique avec toutes les startups qui sont dans le startup programme que j'anime. Et c'est vrai qu'on a pu retrouver C12, Candela, Pascal, mais aussi VeriCloud et même Qubit Pharmaceuticals. Donc, c'était sympa de toutes les réunir sur une journée et de montrer que cet écosystème-là, il allait exister dans le cloud et on va commencer cette année à travailler sur des cas d'usage. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et puis, toutes ces startups, on les a retrouvées après aussi sur le stand du GENSI, hein, dans le cadre de HQI. Et on a fait une espèce comme ça de continuité. C'est une collaboration de toute façon qui va sûrement s'étendre dans le temps, puisque les supercalculateurs, hein, Tu peux rappeler ce que c'est HQI? c'est Hybrid Quantum Initiative, si je ne m'abuse. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Tu as essayé de me piéger, mais tu as vu, je commence à Non, m'étriper. non, bah, tout le monde ne connaît pas les acronymes qui sont Donc, oui, nombreux dans oui. notre domaine, hein. Non, Ouais. donc voilà. Et en effet, c'est l'idée par le GENSI avec le CEA et avec aussi l'INRIA. Et c'est vrai que c'est important. Eux ont vraiment des supercalculateurs qui sont dédiés surtout à la recherche, mais des startups font tourner dessus des calculs. Et chez OVH Cloud, ça permet aussi de commencer à faire ces calculs-là, mais sur des machines un peu plus puissantes, sur des serveurs plus classiques. Mais on peut faire au moins de la simulation actuellement. Et il y a une espèce De l'émulation. de l'émulation. Oui, mais tu À chaque simules fois, sur je ne vais pas te louper, tu hein. simules sur des émulateurs. Un jour, on arrivera à Oui, se mettre oui. d'accord. Vas-y. Et en plus, en anglais, Ouais. c'est simulation. C'est très pénible. Mm. Et donc, du coup, eh bien, voilà. En tout cas, voilà, c'est toutes ces startups, elles étaient présentes à Vivatech. Donc, c'est important de voir que l'écosystème français, il est présent et qu'il y en a quand même une dizaine. Donc, on en est super fiers. Alors, il y avait un autre événement qui avait lieu en même temps, c'était Quantum Tech Boston, parce qu'on ne va pas parler que de la France C'est dans ça. notre C'est pour ça que récap, hein. Christophe Jurzac, il était à Mm. Boston, aux États-Unis, Et pendant voilà. Ouais. au moment où nous, on faisait France Quantum. Et donc, justement, donc ça, c'était à l'autre bout de la planète. Tu peux nous dire justement ce que c'était que cet événement? Bah, c'est un genre de conférence qui a lieu dans pas mal de villes, hein. C'est, on va dire, très anglo-saxon. Et il y en a une à Londres, je crois, en septembre également. Et bah, c'est une conférence qu'on appelle une conférence business, hein, du quantique. C'est-à-dire que c'est là où interviennent plutôt les clients, les utilisateurs, les fournisseurs, pour montrer des études de cas, de là où on est de l'état de l'art. Donc, il y a vraiment une différence entre les conférences très scientifiques, où on est vraiment présentation de papiers scientifiques avec que des chercheurs, et des conférences qu'on dit business, où il y a plutôt bah, du business, quoi. C'est-à-dire des choses qui se rapprochent des cas d'usage des entreprises. Mhm. Alors, un autre événement fin juin à Paris, c'est le Quantum Nation Investor Day, donc un événement dédié à l'investissement. Pareil, il y avait qui était là en fait? Comment ça s'est passé? Alors, c'était un événement qui n'était pas ouvert à tout le monde, hein. C'était un événement qui accueillait à la fois les investisseurs dans les fonds de cantonation. Ils sont plusieurs dizaines. Il y a des banques, il y a des grandes entreprises, il y a tout un tas d'investisseurs, même privés, hein, des business angels. Et d'ailleurs, pour info, à ce jour, Cantonation a recueilli au total 90 millions d'euros en portefeuille, hein, pour financer les startups du quantique. Et par ailleurs, il y avait presque toute leur participation. Et comme ils en sont aujourd'hui à 21 participations, dont une très grosse moitié étrangère, bah, il y avait aussi des startups étrangères. J'ai d'ailleurs rencontré un Français que je ne connaissais pas, qui s'appelle Maël Flamand, qui est le CTO de Cunect, qui est basé à New York. Donc voilà un autre exemple de petit Français qui est à l'étranger et dans le cadre d'une startup. C'était très intéressant de voir. Alain Aspect était là aussi. Il y avait vraiment une bonne partie de l'écosystème, côté investisseur et côté startup. Donc de ce point de vue-là, c'était très intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que Quantonation a réussi à remonter son deuxième fonds quantique
Ouais. alors qu'on rentre quand même dans une période de fonds d'investissement qui va être un peu plus pénible avec la crise financière et que du coup, c'est quand même de bon augure pour les startups du quantique d'avoir ce fonds-là qui, Et à lui, est... ce jour, d'ailleurs, moi, je voudrais noter 2 points sur Cantonation. On les connaît bien, mais 1er point, c'est que c'est un des rares fonds qui est pure player dans le quantique, à ma connaissance. Il y en a quelques autres, mais ils sont plus récents, ils ont peu de participation et Mhm. ils ont 21 participations. Donc, on peut dire que c'est le plus grand fonds d'amorçage spécialisé en quantique au monde, en fait. Hein. Bah, faut faire cocorico un peu de temps en temps, ça vient de chez nous. Donc, Et oui, oui, on se tout plaint à fait. toujours qu'on n'a pas assez d'argent ou pas assez d'investisseurs qui prennent des risques. Là, on en a un. Bah, après, on espère que d'autres vont suivre, mais euh, c'est un très bon exemple en tout cas. Et donc voilà, donc l'investissement, c'est chouette. Et je pense qu'en plus, on attend des levées de fonds là, dans certaines des startups. On sait qu'il y a des seconds tours qui arrivent, des premiers tours aussi, et on a hâte de pouvoir vous en parler. Alors, autre grand moment qui avait lieu début juillet à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette, c'était la remise des grands prix iLab. Et là aussi, bah, des grands beaux gagnants toujours dans ces startups. Alors, il y avait Cosmos qui n'est pas encore monté, mais qui va finir par arriver, la start-up issue de la recherche du CEA de Maud Vinet. Il y aura un autre nom, hein, qui va avoir un autre nom qu'on va Oui, voilà, découvrir c'est le nom de d'ici code octobre. en attendant le nom officiel. Il y avait Wheeling avec Tom Darras et Eline Diamanti et Julien Laura, Silent Wave de Lucas Plana, et puis Cryptonext Sécurité avec Monsieur Faugère. Et on avait aussi des témoignages. Hein. Il y avait Théo Péronin, qui est un ancien lauréat pour Alice Bob, qui était là aussi. Donc voilà. C'est des belles remises de prix, ça met de la visu aussi sur ces startups. Est-ce que tu Ah, peux... dans la remise des prix de ce concours qui est ancien, il y a plus de 15 ans que ça existe. Ouais. Hein. Oui, Ça avait un autre nom avant, quantique, hein, il y a concours plein de. de... Si j'ai oublié le nom que ça avait avant, que ça s'appelle ILAB. C'est aussi administré par BPI France, il ne faut pas les oublier. Hein. Et c'est le GPI qui fournit les moyens financiers, mais c'est BPI France qui l'administre, avec Jean-Christophe Goujon, notamment sur la partie Deep Tech avec l'IA et le quantique. Et d'ailleurs, c'est Bruno Bonnel du GPI qui faisait l'introduction de l'événement, et Sylvie Retailleau, nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Tout Recherche, fraîchement nommé. Hein, ouais. qui est physicienne quantique, il ne faut pas oublier. On a une ministre quantique hein, nommée. Elle a été nommée quand, elle juste après la présidentielle, j'ai oublié la Non, date non, précise. Hein. c'était vraiment oui, juste avant Viatech, donc c'était entre début et mi-juin. Je ne sais plus si on en avait déjà parlé. Donc, j'ai eu l'occasion de la rencontrer d'ailleurs avec l'équipe de WeLink hein, pour discuter. Et bah, c'est quand même un concours qui est important pour les startups parce que, notamment dans les deep tech, ça leur permet d'obtenir un cofinancement public de plusieurs centaines de milliers d'euros. Je ne sais plus si c'est 400 000 ou 500 000 ou plus, qui complète un investissement en fonds propres qui vient par d'autres canaux. Quoi. Donc, ça permet de mettre le pied à l'étrier à des startups. Et donc, toutes celles qu'on a citées, comme WeLink ou Silent Wave, c'est des startups toutes jeunes. Elles ont été créées il y a moins d'un an, elles sortent de labos de recherche directement. Et donc, ça leur donne un moyen financier de démarrer avant d'aller faire des levées de fonds classiques dans l'étape suivante. Bon. Autre moment, alors là, ça s'est un petit peu calmé pendant l'été. Et puis, on arrive fin août avec la SQA conférence à Helsinki en Finlande. Donc, pareil, une grande conférence internationale, mais qui est plutôt orientée sur les qubits supraconducteurs, c'est ça? Oui, en fait, dans le domaine de la physique quantique et des qubits, il y a des conférences pour chaque type de qubit, hein, c'est clair. Il y en a une qui a lieu très bientôt, la semaine prochaine, en Suisse, sur les qubits de silicium. La semaine qui vient de s'écouler, il y en avait une sur les qubits supra, donc Helsinki, avec du Mhm. monde, hein, plus de 200 personnes dans les photos que j'ai vues, et avec, dans les deux cas de figure, les top guns de ces différents domaines. Quoi. Ok. Et on va retrouver sur les photons aussi à un autre moment dans l'année, notamment en Californie. Donc, bon, et d'ailleurs, ils ne s'embêtent pas à faire des conférences pendant l'été. Hein. En France, tu n'as aucun risque d'avoir ça, mais même s'il y a eu l'école des Houches, là, qui n'est pas une conférence, mais qui est une formation pour des thésards qui avait lieu en partie pendant l'été. Euh, donc voilà, c'est des conférences qui sont de très très bon niveau scientifique. Ouais. Donc après, ben, il y aura d'autres événements hein, à venir. Il y a Spin Qubit 5 justement en C'est Suisse. celui dont je viens de parler. Oui. Voilà. Il y a une journée minalogique à Grenoble début octobre où tu seras avec Maud Vinet encore une fois.
bah, rebelote, je fais un keynote avec Maud Vinet, alors très différent de ce qu'on a fait tous les 4 à Nantes. Là, on fait 1 an d'actualité quantique et d'ailleurs, c'est une présentation qui est unique, hein, on l'a fait nulle part ailleurs. Déjà, de vous avoir tous les 2 au même endroit, c'est pas trivial. Et on fait un point scientifique et écosystème de ce qui s'est passé pendant 1 an avec une sorte de recul à la fois scientifique et sur l'écosystème mondial. Et c'est une conférence où il y aura un très bon line-up encore d'interventions. Et je vais citer les noms de ceux qu'on voit rarement dans les conférences. Il va y avoir Shane Mansfield, qui, est, qui joue un rôle très important dans tout ce qui est R&D et logiciel chez Candela. Il y aura Tristan Meunier, qui est le cofondateur de la startup avec Maud Vinet et François Perruchot sur les qubits silicium. Il y a Tom Darras, qu'on a vu à la Tour Eiffel, sur WeLink. Il y a une autre personne qu'on voit peu, qui est Alastair Abbott, qui est un chercheur à INRIA Grenoble, donc on va dire plutôt côté algo et théorie de l'information. Il y aura Neil Abrou, qu'on voit souvent sur le plan quantique. Puis il y a un hackathon qui a lieu le week-end avant, qui est organisé par Quantix. Donc c'est une semaine bien chargée. Ok. Et puis, alors, un autre événement qui aura lieu à Strasbourg fin octobre, là, c'est Quantum Computing for Chemistry. Donc là, c'est carrément à quoi va servir l'informatique quantique sur un domaine précis qui est celui de la chimie. Hein. Ça promet d'être assez intéressant. C'est 2 jours de formation pour les industriels en présentiel et à distance. C'est co-organisé par Cunesis, un éditeur de logiciels quantiques japonais spécialisé dans la chimie, et le programme européen QTI, QTID. IDU, oui, IDU, je ne sais pas comment on dit. Ouais. QTE et DU, on peut dire Quantum Technology Education, du flagship européen. Ça me promet d'être assez intéressant aussi. Bon, et une autre actu intéressante, ton bouquin, il en est où? Tu as bossé un peu pendant l'été? J'ai fait que ça Rendu pendant combien l'été, de pages? quasiment. J'ai honte, je vais dépasser 1000 pages, ça va être mon record de tous les bouquins que j'ai produits jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'en suis à 1125 là, en ce moment, mais je suis en phase de fignolage, de relecture par les spécialistes. Il y a beaucoup de nouveautés dedans. Et ça montre à quel point le sujet du quantique est un puissant fond. Et d'ailleurs, pas forcément là où on l'attend. Par exemple, cette année, parmi les nombreux sujets que j'ai ajoutés dans le bouquin, je me suis intéressé à un sujet dont on parle encore très très peu, qui est complètement sous le radar, qu'on appelle la matière quantique. C'est-à-dire des comportements un peu spécifiques et de nature quantique de la matière, qui ont des cas d'usage qui sont ni les télécoms, ni les capteurs, ni le calcul. Ça peut être des batteries quantiques, ça peut être des matériaux innovants, ça peut être des choses intéressantes dans le domaine de l'électromagnétisme ou de la chimie. Et donc, il y a énormément d'innovations qui peuvent émerger de recherche fondamentale. Et c'est un des exemples de nouveaux sujets. Je traite aussi, par exemple, de la fab. Comment on fabrique les composants? Alors, je me fais aider notamment des gens que je connais dans ce domaine, des gens de Placis Bestec, des gens du CEA, du SPEC que j'ai visité au printemps, des gens d'Alice and Bob qui m'ont beaucoup parlé, de Maud Vinet qui m'aide aussi dans le domaine. Donc, un chapitre entièrement Et c'est nouveau. l'avantage, c'est que tu es bien entouré maintenant et que tous les Ah, spécialistes on connaît pas mal de monde, oui, c'est Voilà. sûr. Toi, tu épluches beaucoup, beaucoup de documents et après, tu peux faire Ah bah, il y a collaborer. 4500 références dans le bouquin. Voilà. Il y a 900 figures légendées et sourcées. C'est un Bon. peu énorme, quoi. Un bouquin sûrement qui peut être assommant ou passionnant. Ça promet. Ah, les gens, en fait, le lectorat de ce genre de livre, il est très hybride. C'est des étudiants qui soit sont déjà dans des cursus autour du quantique, soit qui s'y intéressent avec une culture scientifique générale et qui se demandent qu'est-ce qu'il y a dans le quantique pour voir un petit peu pour aussi découvrir l'écosystème au passage, parce que je couvre à la fois la dimension scientifique et techno d'un côté. Je parle par exemple d'électronique du contrôle en détail, hein, des choses comme ça. Soit qui s'intéressent à quel labo existe, dans quel pays, qui fait quoi. Et puis, il y a, aussi étonnamment que ça puisse paraître, les physiciens du quantique aiment bien ça, parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe chez eux. Oui, Quoi. parce que ça leur permet de voir ce que font les autres dans un domaine qu'ils ne font pas, puisqu'ils sont spécialisés dans leur domaine. Et ça, on l'a clairement vu. Ça permet d'ouvrir les portes Dans leur jargon, on dirait que c'est un gros review paper. Ouais. Parce que ce qu'on appelle un review paper, c'est quelqu'un qui fait un état de l'art. Souvent, c'est des thésards qui font ça. Ils font un état de l'art dans un domaine. Ils font un papier qui fait entre 20 et 100 pages. Ils ont une bibliographie de 200 à 300 entrées à la sortie et ils traitent juste d'un sujet, un type de Un qubit, très, par exemple. très gros review paper à 1000 pages. Donc, moi, j'ai un énorme review paper, Ouais, multi-sujet. Voilà.
Bon, allez, on va continuer avec l'actualité parce qu'il faut qu'on avance cette émission et on va passer avec la nouvelle news Google Sycamore, une nouvelle presque passée inaperçue au détour d'un papier scientifique sur la correction d'erreurs. Google dévoilait très discrètement être passé de 53 à 72 qubits dans son processeur à qubits supraconducteur. En quoi c'est important, Olivier, ça? En fait, c'est une annonce qui m'a fait sursauter quand je l'ai découverte, parce que je l'ai découverte par hasard. Je lis un papier en mettant à jour mon livre sur des histoires de code de correction d'erreurs de Google. Puis au milieu, je vois un truc qui dit: «Ah, on a testé ça sur 72 qubits». Et là, je dis: «Quoi?» Quoi? Il n'y a pas eu de communiqué de presse Il n'y a officiel de rien eu, presse? il n'y a pas eu de com. Alors, et l'autre raison pour laquelle ça m'avait surpris, c'est que en 3 ans, Google n'a jamais sorti de nouvel processeur. Ils ont communiqué sur Sycamore en octobre 2019. Depuis, il y a juste une espèce de mise à jour de Sycamore avec des caractéristiques assez voisines, mais sans changer le nombre de qubits, ni fondamentalement leur fidélité. Et là, tout d'un coup, ping, et ils sortent un truc qui fait, bon, pas beaucoup plus de qubits, hein, c'est pas les 127 d'IBM, mais bon, c'était assez étonnant. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans la lignée des travaux que font IBM, Google et plein d'autres sur la correction d'erreurs, où ils commencent à être capables de créer des qubits logiques qui ont un taux d'erreur qui est inférieur aux qubits physiques qui les contiennent. Donc, c'est pas inintéressant. Alors, le problème de fond, c'est que ces 72 qubits, je n'ai pas compris quelle était leur fidélité, donc c'est pas très clair. Mais l'architecture est exactement la même que celle des 53 qubits. C'est des qubits qui sont reliés entre eux avec des coupleurs, enfin des portes à 2 qubits. Mais bon, on donnera la référence du papier, hein. Le papier, il s'appelle Suppressing Quantum Error by Scaling a Surface Code Logical Qubit. Et au milieu, 72 qubits. Voilà, c'est l'anti-communication. Et ça a été repris par un seul média anglo-saxon. C'est assez étonnant. Alors, on va revenir sur la suprématie quantique avec un papier d'Atos et de Xavier Vintal qui, a priori, ont trouvé un moyen d'émuler numériquement la suprématie de Google Sycamore sur un seul cœur de processeur. Ça veut donc dire que finalement, la suprématie, elle a été réannihilée par l'informatique classique ou bien? Ils avaient déjà publié un papier, alors sans Atos, hein, mais Xavier Vintal avec un type qui s'appelle Studenmir, qui est un grand spécialiste des ce qu'on appelle les tensor networks, qui sont des outils mathématiques permettant entre autres de faire de l'émulation numérique de calcul quantique sur le calcul classique. Ils avaient publié ce papier en 2020 qui avait défrayé un peu la chronique. Et à l'époque, leur papier indiquait qu'ils étaient capables d'émuler Sycamore sur un serveur avec quelques centaines de cœurs. Et là, ils ont amélioré la technique en améliorant la technique justement des tensor network avec un truc qui s'appelle le DMRG, qui est pas très connu, enfin, que j'ai découvert relativement récemment. Et j'en ai discuté d'ailleurs avec Thomas Herral, qui est l'un des co-auteurs du papier, qui est chercheur chez Atos dans l'équipe de Cyril Lalouche. Et en gros, ce que leur système permet, c'est de mieux scaler dans le calcul classique. Donc, eux, ils ont un seul cœur dans une machine QLM d'Atos. Alors, avec beaucoup de RAM, il y a beaucoup de mémoire, sur quelques heures de calcul, et ils font pareil que Sycamore. Donc là, c'est clair qu'il n'y a plus de suprématie quantique, quoi. Enfin, Bon. ça devient un temps raisonnable d'un point de vue humain. Quand tu passes de quelques minutes d'ordinateur quantique à quelques heures, et encore, ils m'ont dit que c'était pas du tout optimisé. Ils ont fait ça en Python, c'est pas ultra En optimisé. gros, finalement, en optimisant des codes et en faisant avec des codes, finalement, on arrive à retrouver du gain de temps et à Il y a une faire certains raison. résultats de Non, mais calcul. il y a une raison à cela, c'est que le, euh, quand tu émules un système qui est bruité, tu peux le compresser. Mhm. C'est ça l'idée principale. Un peu comme quand on comprime une image JPEG. Quand tu regardes une image JPEG, ce que tu vois dedans, ça ressemble à une belle image. Alors, si tu la Oui. vois en RAW, tout beau, tout propre, avec une grande résolution, tu verras la différence. Mais dans le cadre du calcul quantique et du benchmark qui a été réalisé par Google, si tu es capable de compresser du fait du bruit le calcul, tu obtiens un résultat à peu près équivalent et tu consommes beaucoup moins de ressources. Au même titre qu'un JPEG prend moins de place qu'un fichier RAW ou le format, j'ai oublié comment il s'appelle, le format qui sort de Adobe là, quand on voit ça aux imprimeurs. Et, euh, et là, en plus, ils utilisent une technique qu'on appelle les tensor network. C'est des techniques qui permettent de simplifier un problème de calcul matriciel avec du calcul numérique classique. Et donc, les deux cumulés avec, en fait, ils ont cumulé 3-4 méthodes différentes, permet de simplifier le calcul. Et en fait, pour moi, ça met les pendules à l'heure parce que ça permet de rappeler que les expériences de suprématie quantique
ne sont pas des expériences qui prouvent que l'ordinateur quantique peut calculer plus vite qu'un ordinateur classique des problèmes concrets avec des données en entrée, etc. Ça... Et alors, l'autre conséquence de leur papier, qui est très bien expliqué dans leur résumé, c'est qu'ils montrent surtout que pour obtenir une accélération exponentielle avec une machine quantique, eh bien, c'est plus important d'avoir des qubits de très grande fidélité que d'avoir un grand nombre de qubits. Parce qu'en fait, leur système, comme il est capable d'émuler numériquement le calcul du benchmark de Google, il est capable de le faire avec des ressources polynomiales par rapport au nombre de qubits. Et quand c'est polynomial, ça veut dire que ça ne croît pas tant que ça, quoi. C'est raisonnable, on va dire. Si ça avait été exponentiel, ce serait un problème. Mais par contre, si tu améliores le taux de fidélité des qubits, là, tu as une véritable accélération exponentielle. Donc, ça indique bien où est le problème aujourd'hui à résoudre. Et on sait que la fidélité des qubits, c'est un problème important. Alors, on va revenir aussi sur les sources de photons pour les télécommunications quantiques. Alors, on parle souvent de Candela et du C2N et de leurs sources de photons uniques, mais il y a aussi d'autres équipes qui travaillent sur le sujet en France et couvrent des besoins qui sont plutôt liés aux télécommunications quantiques. Alors, on avait reçu Anaïs Dréau du laboratoire Charles Coulon de Montpellier, qui travaille sur de telles sources à base de composants avec des défauts dans les carbures de silicium. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce sujet? En fait, il y a beaucoup de nouveaux. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'actualités. Alors, en fait, il y a deux types de sources de photons, en gros, qui sont utilisées dans les technos quantiques. Il y a d'un côté celles qui vont servir au calcul quantique. Alors, par exemple, celles de Candela, qui sont des sources déterministes, qui sont des sources de photons qui arrivent bien régulièrement, qu'on est capable après d'intriquer entre eux avec différentes méthodes pour créer ce qu'on appelle des cluster states qui vont servir à faire du calcul quantique. Dans le cadre des télécommunications quantiques, on a surtout besoin de photons qui sont intriqués, mais c'est surtout des paires. Ça peut être des paires intriquées, pas forcément en polarisation, elles peuvent être intriquées sur d'autres paramètres, hein, comme la fréquence ou des choses comme ça. Et ces paires de photons vont servir après à distribuer des clés quantiques, notamment, ou à établir des communications quantiques. Et donc, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Et l'autre besoin qu'on a pour ces photons, c'est qu'il vaut mieux qu'ils soient générés dans les fréquences des télécommunications. Alors plus précisément, dans les fréquences des fibres optiques, en fait. Alors c'est dans l'infrarouge, en fait, hein, c'est du 1550, autour du 1550 nanomètres, ça peut descendre à 1200 nanomètres. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés avec des composants qui sont soit à base de silicium, soit à base de carbure de silicium ou de défauts dans les diamants, comme ce qu'on avait vu avec Anaïs Dréau. Et puis, il y a une autre caractéristique, enfin une autre technologie qui est utilisée, ce qu'on appelle le 3,5, avec de l'arsénure de gallium. Et c'est ce que donc une équipe du MPQ, qui est un laboratoire de l'université Paris-Cité, ex-Paris Diderot, avec notamment deux chercheuses qu'on connaît, enfin au moins une que nous avons reçue, qui est Sarah Ducci, accompagnée de Perola Milman, et qui vient de créer en fait un chipset semi-conducteur en arséniure de gallium qui génère des photons intriqués en polarisation et en fréquence. Et ils ont d'ailleurs, juste derrière, ils en ont fait encore un autre, encore plus efficace, polarisé, qui est intriqué uniquement en fréquence. Donc bon, ça montre simplement que dans le domaine de la physique, il y a des gens qui travaillent plutôt vers le calcul, et puis d'autres qui travaillent plutôt vers des télécoms au niveau des composants qu'ils créent. Et parfois, ça peut couvrir les deux besoins, mais il y a une spécialisation quand même. Ok, ok. Eh ben, écoute, ça fait encore des news. On va parler benchmark. Il existe le Q-score, qui est un modèle d'Atos, hein, qui permet d'évaluer la taille maximale d'un problème combinatoire qu'un ordinateur quantique peut gérer. Ça avait été lancé en 2020 donc par Atos, mais peu adopté. Et là, on a une équipe hollandaise qui l'utilise pour évaluer les ordinateurs à recuit quantique de D-Wave. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé du coup? Alors, ils ont publié un papier qui fait plus de 20 pages de mémoire, qui est... ah non, c'est 8 pages d'ailleurs, je crois que j'avais noté ça, C'est pas très qui important essaye de aujourd'hui. calculer donc, le fameux Q-score d'un annihileur de D-Wave. Alors, moi, je me rappelle les discussions que j'avais eues avec Cyril Lalouche à l'époque, il y a 2 ans. Lui, il nous indiquait qu'en gros, les meilleures machines de calcul quantique à base de qubits programmables, ils avaient un Q-score qui était entre 10 et 15. Il indiquait à l'époque, mais de manière un peu floue, qu'il faudrait atteindre plusieurs dizaines, de l'ordre de 60-70 Q, c'est comme ça qu'il l'appelle, pour obtenir une sorte d'avantage quantique. Et là, le papier des Hollandais, il atteint 70 à 140. Alors c'est intéressant, mais il faut regarder dans les détails parce qu'ils ont fait plusieurs benchmarks différents. Le papier est compliqué à comprendre. Mais en gros, ça indique quand même que D-Wave est en train de gratouiller l'avantage quantique, c'est-à-dire d'être capable, dans certaines conditions, notamment dans tous les algorithmes hybrides qui
qui font appel à cette machine, de créer des solutions qui ont une capacité de résolution de problèmes de combinatoire autour de résolution de problèmes de graphes, hein, parce que l'algorithme du Q-score, c'est du max cut, hein, c'est un algorithme de combinatoire. Et donc, c'est pas inintéressant. Alors, dans le même temps, il y a eu d'autres trucs du même genre qui ont été réalisés. Il y a un autre benchmark équivalent qui a été réalisé par l'équipe de Pascal. Et donc, l'équipe de la startup Pascal, ils ont obtenu un Q-score de 80. Alors, rebelote avec un algorithme hybride qui utilise du du machine learning classique pour optimiser un algorithme quantique qui s'appuie sur les simulateurs quantiques de Pascal. Et un Q-score de 80, c'est pas mal aussi. Et alors, par contre, une équipe de Thales, avec notamment Frédéric Barbaresco, a testé un algorithme d'optimisation de radar qui fait partie des besoins métiers qu'ils ont avec D-Wave. Et eux, par contre, ils n'ont pas trouvé d'avantage quantique avec les D-Wave d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que tous ces travaux qui ont été réalisés sur des D-Wave, ils ont été réalisés en Europe, en partenariat avec les Allemands, parce que le seul D-Wave qui est en Europe, il est chez Jülich, à Munich, hein, dans Ouais. le centre de calcul de Jülich de Munich. Et, et donc, il y a des partenariats européens avec les Hollandais, avec d'autres en France, pour tester ça, quoi. Voilà. Ok, ok. Eh bien, écoute, on va passer maintenant à la partie électronique de contrôle. Et oui, parce que ça aussi, il y en a dans le quantique. Et On mange de tout dans ce podcast. ouais, ouais, bon, on va essayer d'accélérer aussi un petit peu quand même, parce qu'il va être long sinon, Olivier. Euh, et Tremblin. ouais, avec IBM qui a annoncé en août travailler sur la création d'un chipset supraconducteur destiné à faire de la correction d'erreurs de qubits supraconducteurs dans le cryostat. A priori, c'est une première. Est-ce que Ah oui, bah, ça m'a marqué parce que quand j'avais rencontré Jay Gambetta là, en mai dernier, je lui ai posé la question, il ne m'avait pas répondu. Et ouais. là, ping, ils sortent un papier. Alors, c'est un papier qui est coécrit avec des universités américaines, hein, Chicago, Californie, et une startup qui s'appelle Supertech qui a été rachetée par Colcanta. Mais c'est quand même vachement intéressant. Ils ont créé un chipset qui marche à 4 Kelvin. Donc, c'est une température qui est plus chaude que la température de fonctionnement des qubits supraconducteurs. Et Mhm. ce chipset, il traite une partie de la correction d'erreur. Et c'est très intéressant parce que la correction d'erreur dans le calcul quantique, dans ce type de machine, elle a deux contraintes. La première, c'est que elle consomme quand même pas mal d'énergie quand elle est réalisée à température ambiante avec des composants électroniques classiques. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut qu'elle soit la plus rapide possible. Donc pour qu'elle soit rapide, il vaut mieux minimiser le circuit entre l'extérieur et l'intérieur du cryostat. Aujourd'hui, le circuit est assez long. Et le problème de la correction d'erreur, c'est que quand tu corriges l'état d'un qubit, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du comment ça marche, mais si tu as ce qu'on appelle un syndrome qui est extrait d'une mesure et que tu mets un certain temps pour corriger le qubit, le Mhm. temps que tu le corriges, l'erreur a peut-être bougé. Tu vois, c'est ça le problème. C'est comme si tu corrigeais une copie de quelqu'un qui fait un devoir et tu le corriges à un moment donné ou une heure après, quand il a rajouté des choses. Tu Ça n'aurais s'appelle pas la même note. corriger le bouquin d'Olivier Zrati. Tu reviens une demi-heure après, il a Ah, déjà changé. ah oui, si tu as une demi-heure après, il a bougé. Voilà, exactement. Donc, et c'est très intéressant parce que c'est une technologie sur laquelle IBM n'avait pas communiqué du tout, même si d'ailleurs ils en sont à l'origine dans les années 80 et ils avaient abandonné. C'est vraiment très intéressant. Alors, ils Ok, disent qu'ils peuvent supporter théoriquement avec leur chipset, enfin, avec ce genre de technologie, jusqu'à 100 000 qubits logiques quand même. c'est pas mal. Ça devient intéressant. Voilà. Alors, une autre annonce dans l'électronique de contrôle qui a été faite par Keysight en juillet. Eux, ils lancent le premier système de contrôle de qubits supra ou silicium qui s'implique sur un composant entièrement digital de type ASIC. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ASIC? Un ASIC, c'est un composant CMOS, hein, on va dire un composant à base de transistors silicium assez classique, mais qu'on optimise, qu'on conçoit de manière entièrement optimisée pour réaliser des tâches spécifiques. À la limite, un GPU, c'est un ASIC, en fait. Un GPU NVIDIA, c'est un ASIC. En fait, un ASIC, c'est souvent mis en regard d'une autre technologie qui est très courante dans le domaine de l'électronique de contrôle qu'on appelle les FPGA. Les FPGA, c'est des composants qu'on programme en fait dynamiquement, c'est-à-dire qu'on définit les portes logiques qui sont opérées dans le composant par des signaux qu'on envoie dans le composant, et ça redessine en gros les relations entre la logique à l'intérieur du circuit. Alors les FPGA, ils ont l'avantage que euh, tu peux changer dynamiquement la manière dont les circuits fonctionnent. Par contre, ça consomme plus d'énergie et c'est moins efficace, c'est moins rapide. Donc un ASIC, c'est efficace, mais ça coûte plus cher.
parce que tu as un coût fixe de production qui est plus élevé. Donc, il y a relativement peu de boîtes qui peuvent se permettre de faire ça. Et donc, Keysight, à ma connaissance, mais je peux me tromper, hein, c'est la première entreprise commerciale qui a décidé de créer la logique de contrôle des qubits, qui consiste à créer les signaux au micro-ondes qui sont envoyés au qubit et l'électronique qui lit les signaux qui reviennent des qubits pour voir l'état du qubit, avec un ASIC, au lieu de faire ça avec des FPGA. Et D'accord. l'intérêt, c'est que c'est plus intégré, c'est plus simple. C'est un système qui est plus digital, en gros, que les techniques habituelles. Il y a moins d'analogue, il y a moins d'analogique, il y a plus de digital. Et donc, c'est très intéressant. Alors, je parle d'eux aussi pour une autre raison, c'est qu'ils ont fait appel à moi pour me faire intervenir avec d'autres Français dans 2 workshops qui ont lieu le 12 et le 13 septembre. Le 12, c'est à Grenoble. Le 13, c'est à Paris. On vous mettra les liens pour s'inscrire. Et j'y interviens en keynote pour expliquer justement les enjeux de l'électronique de contrôle. Et il y aura l'intervention de différents spécialistes, dont Lucas Plana de Silent Wave, qui lui gère une partie de l'électronique de lecture des qubits. Il y aura aussi Rob Whitney, dont on reparlera tout à l'heure, qui est du LPMMC au CNRS à Grenoble. Euh, donc, ça nous fera des panels intéressants. Et puis, évidemment, les gens de Keysight vont présenter leurs solutions. Donc, c'est un moyen de se mettre un petit peu à jour sur les enjeux technologiques de l'électronique de contrôle. Parce que dans le quantique, il y a aussi du classique. Voilà. Bon. Et encore une autre annonce, toujours dans cette thématique, la start-up australienne de Michel Simons, SQC, mettait les petits plats dans les grands fin juin en annonçant le premier chipset de calcul quantique du monde. Ça ne nous rappellerait pas déjà quelque chose? C'est clair que certains titres de médias qui reprenaient le communiqué de presse de cette boîte étaient un peu choquants. Le premier chipset quantique. Tu dis, mais ils se foutent de la gueule du monde. Ça fait des années que ça existe, des chipsets quantiques. Alors, c'est Alors un en fait, type de chipset, en fait. bah voilà, c'est comme d'habitude, tu es le premier, mais avec des caractéristiques A, B, C, D, Z, et évidemment, tu n'es pas le premier en général. En fait, c'est vrai que c'était le premier chipset qui comprend des composants intégrés à l'échelle atomique. Pour la belle et simple raison que les qubits dits silicium de cette start-up, et qui viennent de l'UNSW, qui est une grande université à Sydney, en fait, ils fonctionnent en implantant des atomes de phosphore individuels à des endroits très précis dans le circuit. Mhm. Et donc, il y a tout un système électronique qui contrôle le spin du noyau de ce phosphore en liaison avec le spin d'électrons à côté. Et ça, c'est mis dans un substrat au silicium. Et donc, c'est une technique qu'on appelle le donor spin model, qui a été inventée par un certain Bruce Kane en 1998. Et donc, ça fait 24 ans que les Australiens, principalement, parce que c'est surtout les Australiens qui bossent là-dessus, essayent de mettre ça au point. Alors, l'autre truc rigolo dans cette startup qui s'appelle SQC, qui a été créée il y a au moins 5-6 ans, c'est qu'elle a fait quelque chose que tu ne verras pas en France, à ma connaissance, même aux États-Unis, c'est qu'elle annonce une levée de fonds, Ouais. mais en cours de route. C'est-à-dire qu'ils disent on cherche 120 millions d'euros, ils l'annoncent, ils ont annoncé quelle était la banque d'affaires qui allait gérer la levée de fonds, mais c'est un peu casse-cou si tu n'arrives pas à lever 120 millions d'euros quand tu l'annonces. Donc voilà, c'est un peu, c'est qui tout double. Quoi. Eh oui, mais des fois, en annonçant, ça fait venir les choses aussi. C'est Et peut-être ils ont annoncé les deux en même temps, d'ailleurs, comme par hasard, évidemment. Ils ont annoncé leur chipset merveilleux qui contient 10 qubits, je crois, avec d'ailleurs un benchmark qui va avec, qui n'est pas inintéressant, et la levée de fonds. Donc, évidemment, la communication scientifique sert de soutien à la levée de fonds. Mm. Ce n'est pas une grosse surprise. Alors, on continue avec le NIST qui a fait des choix pour la PQC. Après sa sélection de 15 finalistes en juillet 2020, il sélectionnait enfin 4 PQC pour la standardiser avec une PKI et 3 pour des signatures électroniques. Des chercheurs et entreprises françaises sont des contributeurs comme Thales et Damien Stellé de l'ENS Lyon. Ça va apporter quoi à ce choix C'est un qu'est-ce que processus ça de va. standardisation qui a Voilà. démarré en 2016, donc ça fait quand même 6 ans. Les Américains sont très très pressés de déployer de la post-quantum cryptographie, donc qui est de la cryptographie classique qui est censée résister aux attaques d'un ordinateur quantique du futur lointain, mettant en œuvre notamment l'algorithme de Shor pour casser les clés publiques de PKI. Et donc, ils ont mis du temps. Ils ont mis 2 ans pour sélectionner 4 standards parmi les 15 finalistes d'il y a 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des Français dedans, hein, aussi bien dans le privé que dans la recherche, hein, comme Damien Stellé et puis quelques autres universités françaises. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans le même temps, en mars et en juillet et août, il y a 2
des 15 finalistes qui n'ont pas été choisis, qui ont été cassés par des chercheurs. Donc ça la fout mal entre nous. Ouais, mais ils n'ont pas été choisis dans les 4 derniers. Mais non, mais heureusement, parce qu'ils avaient été choisis, ça aurait été grave. Ouais. Et donc, l'une d'entre elles s'appelle Psyche et l'autre s'appelle Rainbow. D'ailleurs, je crois qu'il y a Microsoft derrière, il y a Amazon derrière, il y a des gens très connus derrière. Il y a des Français aussi derrière. Ces deux systèmes qui sont plutôt des signatures électroniques. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont cassé ces systèmes sur des petites clés. Alors, si tu augmentes la taille de la clé et que la clé devient très grande, ce n'est pas forcément cassable. Et en fait, le NIST est défini, je crois, 4 niveaux de taille de clé. Et si tu casses au premier niveau, c'est pas bien, quoi. Alors, si tu casses au 4e niveau, c'est vraiment pas bien du tout, quoi. Parce que si tu casses une très longue clé, ça veut dire que le système est pourri, quoi. Si tu casses une petite clé, c'est pas bien, ça rejette quand même le système, mais c'est moins grave que si tu casses une grande clé. Là, c'est les petites clés qui ont été cassées par le système. Bon. Alors, on termine avec la dernière annonce, mais ce n'est pas la fin de l'émission, restez avec nous. Le lancement de la QEI, on en avait déjà parlé un petit peu fin 2021. C'est une initiative qui vise à fédérer les chercheurs et entreprises autour de la création technologique quantique qui intègre dès la conception l'optimisation de l'empreinte environnementale. Ça, c'est important. C'est porté par Alexia Ofev et puis Robert Whitney et un certain Olivier Ezrati. Alors, quel est ton rôle dans l'histoire? Ça fait un bout de temps que je travaille avec Alexia et Robert à Grenoble sur cette question de l'énergétique du calcul quantique. Et ça a pris la forme d'une initiative. D'ailleurs, on a mis du temps, hein. On a commencé à travailler là-dessus, sur l'initiative vers le mois d'octobre l'année dernière. Et ça a pris forme petit à petit. Et en fait, ça n'est pas une entreprise, hein, ça n'est même pas une organisation, il n'y a pas de cabis, hein. Et en fait, c'est une initiative qui vise à fédérer les chercheurs et les entreprises pour travailler sur ces questions énergétiques, toutes technologies confondues. C'est-à-dire que ça va couvrir aussi bien le calcul quantique que les télécoms et même les capteurs. Et on s'est rendu compte que, notamment avec un certain nombre d'études de cas autour du calcul quantique sur les qubits supraconducteurs, qu'il fallait absolument qu'un très grand nombre de compétences et de disciplines travaillent ensemble, de concert, se mettent d'accord sur des benchmarks, sur des modèles, sur des architectures, pour définir un petit peu l'empreinte énergétique et même l'empreinte environnementale globale avec les matériaux utilisés des systèmes quantiques qu'on est en train de développer. Et derrière, il y a un message politique qui est important, hein. Il y a un message scientifique qui est de faire travailler les gens ensemble pour faire des solutions qui marchent bien, jusqu'à obtenir potentiellement ce qu'on appelle un avantage quantique du calcul quantique. Mais il y a un message politique important qui est de se dire, il y a des chercheurs, il y a des entreprises, on espère en mobiliser un maximum avec cette initiative, qui se préoccupent de l'empreinte environnementale de la technologie quantique au moment de sa conception, et pas après. On le voit aujourd'hui avec les questions du réchauffement climatique, tout le monde s'inquiète de la consommation d'énergie du numérique, des data centers, du cloud, c'est devenu un vrai sujet de société. Et donc, montrer que je dirais une communauté de chercheurs et d'entreprises dans un domaine nouveau prend en compte ce sujet le plus en amont possible, ça me semble être extrêmement important. Donc, il y a à la fois un message politique, un message environnemental et un message scientifique qui est qu'il faut que les gens bossent ensemble pour faire des solutions qui tiennent la route, quoi. Donc, on a publié dans le cadre du lancement officiel de l'initiative, on a créé un site web, hein, que j'ai co-développé avec un gars d'informatique côté Grenoble. Et dans ce site web, on a un sondage qui permet d'obtenir des échos des chercheurs et des entreprises sur ce qu'ils font sur le sujet et qu'est-ce qui les intéresse dans le cadre de l'initiative. Et on a un manifesto qui est une sorte de pétition, un peu comme on a dans plein de sujets. Et c'est une pétition qui vise à rendre visible le sujet pour provoquer la création de projets collaboratifs financés, notamment à l'échelle européenne, et permettant d'associer différentes parties prenantes sur ce sujet éminemment transversal. Et donc, si vous êtes un acteur des technologies quantiques et de l'écosystème quantique, vous êtes bienvenu pour signer le lien qu'on va vous donner en complément de cette émission. Ok. Alors, on va finir l'émission sur l'actualité entrepreneuriale, mais qui est aussi très active. Une levée de fonds au QCI avec 38 millions de livres en juillet. Que fait cette start-up, Olivier? C'est une startup qui fait des qubits supraconducteurs. On en a déjà parlé il y a un an. Tu sais, ils avaient annoncé le premier ordinateur quantique dans le cloud anglais sans donner leur nombre de qubits. Ça m'avait beaucoup énervé.
Bon, aujourd'hui, ils sont à 8 qubits chez Amazon, puisque maintenant, N'importe ils sont supportés par Braket chez Amazon. Et c'est marrant de voir qu'une startup qui va en est à 8 qubits lève 38 millions de pounds, donc ça fait, je sais pas combien, 50 millions d'euros, j'imagine, à peu près. quoi. C'est pas mal, mais c'est moins bien que le suivant. Hein. Bon. Et donc, le suivant, c'est IQM, qui, eux, ils ont levé 122 millions au même moment. Et donc, eux, si tu veux rappeler vite fait, qu'est-ce qu'ils font Ah, pareil, c'est aussi du qubit supra. Alors, il faudrait une émission entière pour comparer les qubits supra d'IBM, d'OQC et d'IQM. Ce n'est pas les mêmes, il y a des différences. Alors, eux, ils en sont à 168 millions d'euros de levée au total, hein, IQM. Ils sont en Finlande. C'est la startup qui bat les records en Europe en levée de fonds. en levée de fonds. Alors, Mais pas pas en en fi- qubits, puisque eux, c'est 5 qubits. Alors, Et pour c'est l'instant, ils sont à 5 qubits, qui marchent à peine, et leurs fidélités ne sont pas extraordinaires. Donc, j'espère qu'ils vont s'améliorer parce que quand tu cours avec tes petites jambes derrière IBM, qui a de très bonnes fidélités à 27 qubits aujourd'hui, et qu'il s'apprête à sortir un processeur de plus de 100 qubits d'ici la fin de l'année, qui aura encore de très, très bonnes fidélités, voilà, va falloir assurer avec 168 millions d'euros de levée. En tout cas, voilà, C'est un gros ils challenge. ont C'est pas un gros mal challenge. d'argent et ils ont des très belles publicités qui vendent Ah, du ils font rêve. de la com. Alors là, ils sont Ah, super bons en très com et en belle com. lobbying. Hein, ouais. On vous invite à aller voir leurs vidéos. Une autre annonce japonaise et chinoise dans les qubits supraconducteurs. Ça bouge aussi en Asie. Mais c'est ça qui est marrant, les qubits supra, bon, savoir que c'est quand même c'est le type de qubit qui est dominant aujourd'hui, et la moitié de l'investissement mondial va dans ce type de qubit. Heureusement, il y en a d'autres, hein, et donc tout le monde veut son ordinateur avec des qubits supra. Donc, tu as Fujitsu au Japon qui a annoncé 64 qubits, avec une roadmap qui va jusqu'à 1000 qubits. Bon, très bien. Beidou en Chine qui annonce 10 qubits, avec une roadmap pour aller jusqu'à 36. Mhm. Alors, c'est sympa d'avoir 10 qubits, mais ils communiquent sur 10 qubits, mais il n'y a aucune donnée sur les fidélités. Bon, en tout cas, ça C'est communique aussi, ça bouge aussi. On voit que ça continue à bouger en Asie. Et, Ils sont il ISO avec faut continuer à faire OQC qui a attention. 8 qubits et qui a aucune data sur les fidélités. Bon, en général, quand tu communiques pas sur les fidélités, c'est qu'elles sont pas bonnes. Parce que si elles étaient bonnes, ils communiqueraient. C'est aussi con que ça. Donc, Ah, la non-communication est une information. c'est peut-être pour nous endormir et arriver Non, sur. non, 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 non. Moi, maintenant, j'ai suffisamment de data. J'ai fait mon propre machine learning. Mon machine learning, il me dit, avec mon jeu d'entraînement, que quand une boîte ou un labo ne communique pas sur les fidélités, c'est qu'elles sont pourries. Bon, on- J'ai jamais trouvé de contre-exemple. J'ai jamais trouvé de contre-exemple. Il y a des contre-exemples qui sont que certains communiquent avec des fidélités qui sont pas très bonnes, genre Rigetti. Enfin, Rigetti, il communique sur la fidélité, mais elles sont vraiment pas extraordinaires. Mais ceux qui disent rien, c'est rarement une bonne nouvelle. Franchement, j'ai pas trouvé de bonne nouvelle cachée, quoi. Et alors, la toute dernière news, c'est Origin Quantum Computing, qui est une startup chinoise, aussi dans les qubits supraconducteurs, qui a levé en tout 163 millions de dollars, dont 143 en juillet. Et eux, Ah, c'est le IQM chinois, en gros, quoi. Alors, eux, ils sont à 24 qubits supra. ouais, Alors, la différence par rapport à IQM, c'est qu'il n'y en a pas, ils ne communiquent pas de fidélité. Donc, tu as 24 qubits, ce qui est rien d'extraordinaire dans le supraconducteur. IBM fait ça depuis 2018, je crois, à peu près, quoi. mhm, Bon, Google, depuis 2019, avec 53 qubits qui marchent à peu près. ils Et essayent. par contre, cette boîte, elle a une caractéristique du fait de son origine, des labos d'où elle vient et de son financement, c'est qu'elle fait aussi de l'électronique de contrôle, et elle fait ses mêmes cryostats, ses propres cryostats. Voilà. Bon, ça bouge. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que quand tu as une boîte comme ça qui communique, tout de suite, tu vas avoir des articles qui disent les Chinois vont nous dépasser, mais des articles américains qui ont peur de Beidou qui lance 24 qubits. Ah bah oui, oui, mais il y a Faut se toujours calmer, quoi. cette angoisse. Faut se calmer un peu, quoi. À chaque fois, on l'entend, à chaque rendez-vous, c'est mais les Chinois, mais les Chinois. Pour l'instant, On verra. on Il est voir. possible. Moi, je vois beaucoup. Alors, dans la veille que je fais, notamment pour mon bouquin, dans ce que je vois des Chinois, sur les qubits supra, rien d'extraordinaire. Mais ils s'intéressent à tous les sujets. Ils s'intéressent à la correction d'erreurs, ils s'intéressent au cross-talk, comme on dit, c'est des trucs qui perturbent un qubit à partir d'un autre qubit. Ils font des choses intéressantes dans ce domaine-là, mais vraiment rien d'extraordinaire. C'est plutôt dans les photons qui sont bons. Enfin, je trouve que dans les photons, aussi bien en télécom qu'en calcul, là, ils font des choses intéressantes. Ce pas les mêmes équipes, ce pas les mêmes labos. Oui. Donc, en fait, les Chinois, c'est comme l'Europe. On ne peut pas globaliser un pays en disant les Chinois sont bons ou pas bons.
il faut segmenter la question sujet par sujet et l'étudier, labo par labo, sujet par sujet. Et souvent, le fait d'être bon ou pas bon, ça dépend de 3 personnes dans un labo de 25. C'est pas un pays, quoi. Donc, il faut éviter les généralités, l'abus de généralisation qu'on fait souvent en géopolitique sur ce domaine. Eh bien, écoute, on est arrivé au bout de ce 40e Quantum, le podcast de l'actualité quantique. On vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout et on espère que vous avez toujours trouvé ça passionnant. On se retrouve dans un mois pour le prochain qui, on l'espère, devrait être un peu plus court puisqu'on n'aura pas 3 mois d'actualité à récupérer. Ah, Voilà. septembre, octobre, ils sont très actifs. Hein, méfie-toi. Hein, Oui, oui, mais septembre et octobre, Et encore, ah, ça sera on revisionné. a Olivier. sélectionné un tout petit bout de l'actualité. Hein. Allez, on leur dit au revoir. Merci à tous. Ouais. À très bientôt.